Monsieur d'Avignon, merci de me recevoir. La première fois que nous avons pu aborder le thème de la décision, c'était publiquement lors du Belgian Governance Institute, et vous avez parlé lors d'un conseil d'administration que pour vous, ce qui était important, c'est qu'une bonne décision soit pertinente. Pertinent veut dire quoi pour vous? Le mot décision, comme vous l'indiquez, il est un peu galvaudé. Je veux dire, on décide de se lever ce matin, on décide de prendre une tasse de café, ce n'est pas des vraies décisions, c'est des choses qui sont évidentes. Là, le vrai caractère de la décision, c'est quand la solution n'est pas évidente. Ce qui veut dire qu'on a un choix entre plusieurs choses, de l'extrême de ne rien faire du tout, ou au contraire de faire quelque chose. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait une liaison très précise entre la suite de la décision et l'objectif que l'on veut atteindre. Et ça, c'est important parce que ça écarte toute une série de discussions plus ou moins oiseuses sur des options ou des alternatives qui ne sont jamais reliées avec l'objectif que l'on veut atteindre. Et donc c'est plus difficile que ça n'allait, parce que c'est une discipline précise de créer un lien indissoluble entre ce que l'on choisit de faire par rapport à ce que l'on veut atteindre. D'accord. Donc, il n'y a pas de bonne décision. La bonne décision est une décision qui arrive à son objectif. Oui, et qui, par la suite, évidemment, vous oblige à vérifier de manière permanente si la décision qui a déclenché l'action continue à atteindre son objectif. Parce que la décision de ne pas changer peut être une décision particulièrement stupide. Parce que la certitude d'avoir raison n'existe pas. La certitude de savoir qu'il faut faire quelque chose existe, mais l'on peut très bien constater en cours de route que le choix qu'on a fait n'est pas bon, et à ce moment-là, ça devient de l'obstination stérile, et interviendra une autre décision qui corrigera le parcours, l'objectif, lui, restant toujours inchangé. Est-ce qu'un décideur est un homme de rupture? Il peut l'être. Il ne l'est pas par principe. C'est une très bonne question, parce qu'on peut croire que décider, c'est nécessairement changer. Pour rendre les choses simples, on est devant une difficulté. La difficulté peut naître de ce que l'on n'a pas bien réalisé, ce que l'on voulait réaliser. Et que dès lors, il s'agit d'améliorer le plan d'action sans fondamentalement en changer les caractéristiques. Par contre, il peut y avoir des éléments de rupture provoqués par le changement de l'environnement dans lequel on se trouve, et dès lors qu'il n'y a plus moyen d'atteindre l'objectif que l'on recherche par rapport au contexte, aux moyens d'action, aux boîtes à outils qu'on avait précédemment. Et alors c'est une rupture. Si vous aviez à composer idéalement un conseil d'administration ou un comité de direction qui doit faire face à des décisions importantes, quel est le dosage que vous respecteriez? Je pense que le dosage que je respecterais, c'est d'avoir une partie de personnes qui sont directement compétentes et expérimentées dans le sujet, je dirais des familiers du sujet, et une partie du conseil d'administration qui n'est justement pas un familier du sujet. Le conseil d'administration, c'est différent du comité de direction, j'y viendrai. Le conseil d'administration ne doit pas être l'expert du sujet. Il doit au contraire pouvoir mesurer, en termes de bon sens, en termes de l'expérience qui est la sienne, de la décision et de la prise de risque, qu'il comprend ce qu'on lui propose. S'il ne comprend pas ce qu'on lui propose, il y a une erreur à la base. Donc j'aurai un bon équilibre entre des personnes familières du sujet parce qu'elles apportent leur expérience et une partie importante du conseil qui est familier au niveau d'une expérience plus générale, qui est capable d'assimiler des détails techniques, mais qui n'est pas le technicien, de manière à bien avoir une profondeur
de compétences auxquelles on peut faire appel. Dans un comité de direction, là, nécessairement, vous avez besoin de personnes qui sont des maîtres de l'art. Vous n'allez pas nommer un chef de la finance qui n'a jamais pratiqué la finance et qui n'a aucune vue sur la finance. Mais les bons directeurs et les bons comités de direction sont composés de personnes qui ont aussi une vue plus large que celle qui se limite à la partie spécifique de responsabilité qu'ils exercent. Quel lien faites-vous entre décision et valeur? Il est tout à fait, pour moi, ça fait partie de la même chose. Vous ne pouvez pas prendre une décision qui ne respecte pas un certain nombre d'éléments essentiels auxquels vous pensez. Vous ne pouvez pas prendre, si vous faites une restructuration, des décisions qui font fi du droit d'un certain nombre de personnes qu'ils ont acquis à l'intérieur de votre société. Donc, la valeur, je dirais quelque part, c'est la toile de fond qui est permanente dans le processus de décision qui est le vôtre. Vous ne vous demandez pas à chaque décision si vous les respectez ou non, ça fait partie intégrante des limites que vous donnez aux options que vous pouvez choisir. Et je vous poserai une dernière question. Si vous êtes face à une décision, vous êtes seul, in fine, à devoir le prendre, après avoir largement consulté, quels sont vos espaces de ressourcement, de créativité qui vous nourrissent pour finalement trancher et avancer et proposer des voies? Je crois qu'il y en a deux qui sont très simples. La première, c'est que très souvent, in fine, dans des choses difficiles, on est seul parce que la responsabilité, elle n'est pas collective. La responsabilité, elle est dans celui à qui on a confié la responsabilité d'agir. Alors, elle est collective dans le sens qu'il s'est nourri de ce qu'on lui a suggéré ou pas suggéré, mais à la fin, il ne peut pas dire « c'est pas ma faute, c'est un tel qui m'a donné un mauvais conseil ». Donc, il y a un côté de solitude dans la décision qui est inéluctable. Alors, il y a deux choses qui sont simples. La première, c'est que si la décision est difficile, dormez dessus et revenez-y le lendemain pour ne pas être encombré par tout ce qu'on a entendu et avoir pris la distance nécessaire par rapport au sujet. Et la seconde, ne personnalisez jamais la décision. La décision, c'est pas se demander est-ce que je prends ou est-ce que je ne prends pas une bonne décision. C'est une décision objective. Il n'y a pas d'éléments sentimentaux dans une décision lorsqu'elle a un caractère professionnel. Il y a beaucoup d'éléments sentimentaux qui vous expliquent pourquoi on aime bien son métier ou pourquoi on ne l'aime pas. Mais la distance par rapport à la décision, et donc de ne pas se sentir soi-même mis sur le devant de la scène parce qu'on a fait la décision, sont deux dangers à éviter. Merci beaucoup.